Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus aujourd'hui sur l'algie vasculaire de la face qu'on appelle communément AVF. On fait ça avec le docteur Anne-Philippe. Bonjour Anne. Bonjour Maxime. Vous êtes responsable du centre d'évaluation et du traitement de la douleur du CHU Pellegrin à Bordeaux, CETD. Merci de venir nous aider pour comprendre ce qu'est cette pathologie, peu connue mais finalement hyper impactante pour les patients qui en sont touchés. Qu'est-ce que c'est l'algie vasculaire de la face ? Alors, l'algie vasculaire de la face, ça fait partie des céphalées qu'on appelle céphalées primaires, donc pour lesquelles il n'y a pas de cause qui pourrait expliquer les symptômes. Et c'est une pathologie assez particulière parce qu'elle se manifeste par des douleurs extrêmement intenses, on va y revenir, mais aussi par des éléments qu'on appelle dysautonomiques, avec en particulier larmoiement, nez bouché, chute de la paupière, rougeur oculaire, sont des signes assez typiques qui d'ailleurs amènent souvent au diagnostic. D'accord. Qui est touché en général par l'AVF ? Alors, c'est souvent les hommes jeunes. Le tabac ou le cannabis sont des facteurs favorisants. Okay. Et on a épidémiologiquement, on considère en gros que ça touche un sujet sur 1000 de la population générale qui serait porteur d'une algie vasculaire de la face dans les études qui ont pu être réalisées à ce sujet-là. D'accord. À quel âge ça apparaît à peu près ? Ça apparaît à peu près entre 20 et 40 ans, souvent avant l'âge de 20 ans, dans un certain nombre de cas. Dans un tiers des cas, ça peut apparaître avant l'âge de 20 ans. Okay. Alors, c'est souvent difficile parce que les patients ont une grande errance thérapeutique. Quand ils arrivent en centre de consultation de la douleur ou chez un neurologue pour le diagnostic, ils sont souvent essayés d'autres traitements pour des pathologies comme la migraine. Et puis finalement, évidemment, les traitements ou les prises en charge ne sont pas suffisantes et ils arrivent vers nous. D'accord. Toujours un peu difficile pourtant comme diagnostic, ça paraît assez criard de ce que vous racontez en termes d'intensité de symptômes. Il y a des cheminements qui amènent des fois à penser que c'est de la migraine ? Alors oui, parce que c'est pas une maladie très connue finalement, on en a assez peu. Et du coup, c'est pas quelque chose auquel on pense en première intention. Sauf bien sûr si on est spécialisé, neurologue ou médecin de la douleur, ou si on a fait une formation sur les migraines et céphalées, auquel cas effectivement on y pense quasiment tout le temps. D'accord. Pour revenir sur les symptômes, du coup, ça va être quoi une crise ? Parce que ce sont des crises. Alors, ce sont des crises qui peuvent être épisodiques. C'est-à-dire que les patients ont plusieurs crises par an et puis pendant de nombreuses semaines ou de nombreux mois, ils n'ont plus rien. Et puis on a aussi ce qu'on appelle l'algie vasculaire de la face chronique, où là, ce sont des crises répétées quasiment toute l'année. À savoir aussi qu'on a un rythme souvent qu'on appelle saisonnier, puisque on a souvent des crises qui se renouvellent à des saisons particulières chez certains patients, par exemple au printemps ou au début de l'hiver, et ils savent que systématiquement, leurs crises vont réapparaître en gros entre janvier-février ou entre mars-avril, selon les patients. Donc, c'est tout à fait particulier. Contrairement à d'autres pathologies comme la migraine où en général on a une régularité dans la survenue des crises. Ok, on va poursuivre après sur la présentation de ces crises, mais on a des éléments qui expliquent la survenue d'une crise d'AVF ? Alors, il y a beaucoup d'éléments neurologiques qui sont intriqués sur le plan physiopathologie. C'est expliqué par une activation d'un système complexe qui fait intervenir le nerf trijumeau, qui fait intervenir la vascularisation cérébrale, ce qu'on appelle donc le système trigémino-vasculaire, avec une vasodilatation importante qui explique en particulier les douleurs. Et puis à côté de ça, on a une activation d'un système qui s'appelle le système parasympathique, et c'est ça qui explique les signes de type larmoiement, nez bouché, chute de la paupière, rougeur, parfois œdème autour de l'œil.
Et puis, on pense quand même que l'hypothalamus joue un rôle puisque c'est ça qui expliquerait le caractère périodique et saisonnier de ces crises. D'accord. Il y a donc une imagerie nécessaire initialement Alors, l'imagerie, elle est indispensable pour ne pas méconnaître une céphalée secondaire. C'est-à-dire qu'on a, bien que la clinique soit typique, en pratique, on fait toujours réaliser une imagerie, surtout que le premier épisode, le patient va décrire une céphalée brutale, extrêmement intense, qui peut mimer d'autres pathologies secondaires qui nécessiteraient une prise en charge évidemment étiologique. En médecine secondaire, ça veut dire que quelque chose explique. Voilà, une céphalée secondaire, c'est par exemple une céphalée ou un mal de tête qui serait lié à un accident vasculaire, à une lésion tumorale, à tout autre processus qui pourrait faire mal. Alors que là, on a vraiment quelque chose de primaire. Il n'y a pas de cause à l'intérieur du cerveau ou de tumeur ou autre lésion qui pourrait expliquer les douleurs. Et donc, quand on rentre dans la case AVF, après, pas besoin de refaire des imageries à chaque fois parce qu'on a compris que c'était cette maladie. On ne refait pas d'imagerie, sauf, et ça c'est notre rôle, d'être toujours vigilant à ce que quand le patient revient, tous les ans ou tous les 2 ans, il n'y ait pas de modification de la description des douleurs. Si on a un doute sur une modification, à ce moment-là, il peut être intéressant de faire une imagerie, surtout si l'examen neurologique se modifie. L'examen neurologique est normal. D'accord. Alors, pour parler de ces crises, donc qu'elles soient saisonnières, périodiques ou tout au long de l'année, une crise est une crise, elles se ressemblent toutes, en tout cas chez un patient en particulier, chez un patient donné. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le nombre de crises, leur durée ? Alors, on a en général des crises qui sont répétées sur un même cycle. Ce sont des crises qui sont relativement brutales, qui sont d'un côté, en général, unilatérales. Parfois, on a des patients qui décrivent des bilatéralisations, c'est-à-dire soit d'un côté, soit de l'autre. Mais typiquement, c'est d'un côté. Il y en a 15%. Oui, il y a 15% des patients qui souffrent d'algie vasculaire à bascule, c'est-à-dire ou d'un côté ou de l'autre. Normalement, il n'y a pas de fond douloureux, sauf chez les patients qui ont malheureusement des algies vasculaires de la face chroniques, avec en gros des crises quasi quotidiennes, auquel cas on peut voir des fonds douloureux permanents, mais en général, la crise est toujours du même côté. Alors, ça se passe comment ? Le patient peut avoir des signes avant-coureurs. Parfois, il a l'impression d'être un peu plus sensible, il peut avoir des troubles digestifs, il sent qu'il se passe quelque chose, donc il sent venir, comme on dirait de façon commune. Et puis, la plupart du temps, sont des crises qui arrivent assez vite, qui sont localisées autour de l'œil, sur l'œil. Parfois, ça peut irradier en dessous de l'œil ou vers l'oreille. C'est des crises extrêmement douloureuses. Les patients disent souvent c'est à se taper la tête contre les murs. Et les crises vont durer. Alors là, la durée, elle est variable, mais globalement, c'est des durées qui donnent environ moins d'1 heure, mais il y en a qui peuvent durer plus, 2 heures ou 3 heures sans traitement, ce qui est extrêmement important. Et puis, ils décrivent ça comme un fer enfoncé dans l'œil. Ils décrivent souvent ça, j'ai un pieu enfoncé dans l'œil, et puis on a larmoiement, rougeur de la conjonctive, obstruction nasale, le nez qui coule. Il y a parfois et même souvent une agitation motrice. Le patient décrit qu'il est très agité à cause de la douleur et c'est souvent la nuit. Donc, ce qui est encore plus évidemment impactant parce qu'avoir des douleurs de ce type-là la nuit quand on est tout seul, c'est pas forcément extrêmement agréable. On peut l'imaginer. Le nombre de crises est variable, mais il y a des patients qui décrivent souvent 4 à 6 crises dans la même nuit, par exemple, sans traitement, ce qui est évidemment extrêmement important, qui peut conduire aux urgences, qui peut même conduire dans certains cas, chez certains sujets, à des automutilations parce que c'est extrêmement douloureux. On les appelle notamment sur cette agitation les fameux lions en cage, tellement ils savent plus quoi faire de leur corps. C'est extrêmement difficile. D'accord. Est-ce qu'ils sont possiblement pris en charge par le médecin traitant ou ce sont, comme on le disait tout à l'heure, des structures plutôt spécialisées pour manipuler et savoir quel traitement introduire ?
Globalement, je pense qu'il y a, et c'est super, des médecins généralistes formés ou qui ont eu l'occasion, de par d'autres patients, de voir ce type de patients. En général, quand même, on les voit dans nos centres ou dans les cabinets de neurologie, bien sûr, pour confirmer le diagnostic, pour mettre en route les traitements, en particulier l'oxygène, qui est un traitement de la crise et que nous seuls pouvons mettre en place. Les traitements spécifiques qui s'appellent des triptans et qu'on fait par voie injectable et que le patient a à disposition pour pouvoir s'auto-administrer le traitement pour le traitement des crises, et ce sont les traitements de référence. Donc pour récapituler, début de la crise, oxygénothérapie, le patient se met au calme, oxygène au masque. Combien de temps il se met dans cette position ? 15 à 20 minutes. D'accord. Efficacité de l'oxygène ? C'est très efficace. L'oxygène est globalement très efficace. Après, il y a malheureusement des patients qui ont des contre-indications à l'oxygène pour des raisons parfois pulmonaires ou autres, et auquel cas, on utilise l'Imiject qui, malheureusement, a aussi une efficacité remarquable de l'ordre de 15 minutes à peu près. On considère qu'en gros, 75% des patients répondent dans les 20 minutes à peu près, avec globalement assez peu d'effets indésirables, bien qu'il y en ait quand même, mais il y a malheureusement des contre-indications sur le plan cardiologique, neurovasculaire, l'hypertension non contrôlée qui peuvent être malheureusement des contre-indications. D'accord. Donc, le patient réalise oxygène, ensuite l'injection si la crise est encore en cours. Voilà. Est-ce qu'il peut réaliser ça à chaque crise ? Parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs crises par jour. On peut reprendre l'oxygène. Pour l'Imiject, par contre, on a droit, entre guillemets, qu'à 2 injections par jour. Ok. Voilà. Donc, d'où l'intérêt quand même d'aller rapidement consulter pour pouvoir bénéficier rapidement d'un traitement de fond dont l'objectif est évidemment de faire en sorte que le patient n'ait plus de crise et que cette spirale infernale soit rapidement cassée. D'accord. Côté migraine, on sait qu'on introduit le traitement de fond s'il y a un impact sur la qualité de vie, s'il y a trop de médicaments de la crise qui sont pris. Côté algie vasculaire de la face, est-ce qu'on introduit de la même façon le traitement de fond ou on y va plus volontiers et plus rapidement ? En général, on introduit un traitement de fond. C'est pas systématique pour les patients qui ont des crises qui durent par exemple 2 semaines par an. Par contre, pour les formes épisodiques qui durent plus longtemps, et évidemment pour les AVF chroniques, à ce moment-là, on a un traitement de fond dont l'objectif est évidemment de réduire le nombre de crises, l'intensité des crises, voire de les faire disparaître. D'accord. Quel est ce traitement de fond ? Alors, on en a plusieurs. En première intention, on utilise un médicament qui est utilisé dans le cadre cardiologique, c'est le Verapamil, c'est ce qu'on appelle un inhibiteur calcique. On ne connaît pas vraiment d'ailleurs son action dans l'algie vasculaire de la face, et on peut utiliser des doses assez modestes telles qu'utilisées en cardiologie jusqu'à des doses relativement importantes. On considère qu'en gros 3/4 des patients répondent au Verapamil, sous réserve évidemment qu'il n'ait pas de contre-indication sur le plan cardiovasculaire. Donc du coup, on demande systématiquement un avis ou au minimum un électrocardiogramme. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir monter les doses sans avoir d'effets secondaires chez nos patients, en particulier sur le plan tensionnel. Il ne faut pas trop faire chuter la tension. Il ne faut pas faire trop chuter la tension. Il y a des risques de constipation, des risques de ralentissement du cœur, des risques d'œdème des membres inférieurs, de vertige. Donc, évidemment, c'est un médicament qu'on manie avec une relative prudence. Et puis, il y a toujours aussi le problème, mais c'est souvent le cas en médecine, des interactions médicamenteuses, parce qu'il y en a quelques-unes avec le Verapamil qui doivent être prises en considération. Si le Verapamil ne marche pas, alors, on a les est contre-indiqué d'ailleurs. Voilà, les infiltrations de corticoïdes, technique relativement simple, qui consiste à injecter dans la région sous-occipitale, à l'émergence d'un nerf qui s'appelle le nerf grand occipital, des corticoïdes. On fait une série de 3 infiltrations et ce traitement est intéressant car en général, là aussi, on a d'une très bonne réponse sur cette thérapeutique avec des études qui ont montré quand même un intérêt, mais son efficacité n'est pas forcément
extrêmement durable. Nous, ici, on n'en fait pas plus de séries pas plus de tous les 4 mois. D'accord. À savoir que les corticoïdes par voie générale sont aussi, en cas d'échec des autres traitements, une façon de faire céder rapidement les crises, avec cependant des effets secondaires. Bon, les effets secondaires habituels des corticoïdes, mais les corticoïdes peuvent être un traitement alternatif, avec cependant le problème d'une récurrence des crises lorsqu'on réduit les doses de corticoïdes. Donc, un effet, on pourrait qualifié d'effet rebond, donc on l'utilise très très peu par voie générale. Par contre, on l'utilise, comme je viens de l'expliquer, par voie locale en infiltration sous-occipitale. D'accord. Elles ont quel statut, ces infiltrations? C'est le traitement de crise de fond? C'est un traitement que nous, on utilise plutôt en traitement de fond pour casser la poursuite de crise chez les patients ayant plutôt utilisés dans le cadre d'algie vasculaire de la face épisodique, avec des périodes de plusieurs semaines dans l'année. D'accord. Très bien. Si tout ça, malheureusement, ne fonctionne pas, alors, on a le lithium, qui est un médicament qu'on utilise en général dans certaines pathologies psychiatriques, qui est utilisé depuis de nombreuses années pour la forme chronique d'algie vasculaire de la face. Bien évidemment, compte tenu de la tolérance et des effets secondaires de ce produit, il n'est pas utilisé dans les formes épisodiques, et on peut l'utiliser évidemment à des doses variables, mais avec des effets secondaires, une surveillance nécessaire qui peut parfois entraîner un arrêt des traitements. Ça nécessite une fonction rénale normale, un ionogramme normal, la réalisation d'hormones thyroïdiennes avant traitement, électrocardiogramme, évidemment contraception efficace et une surveillance par prise de sang régulière de la lithémie. Donc, on a des patients sous lithium. Après, évidemment, c'est pas un traitement de première intention. Ok. Encore une fois, si ce lithium ne permet pas de faire rentrer les choses à l'ordre, on est dans une difficulté. On est dans des difficultés. Il y a des autres techniques qui sont des techniques un peu plus, techniques, si je peux l'exprimer. C'est les techniques de neuromodulation, avec en particulier des stimulations implantées, dont le but va être de court-circuiter, si je peux m'exprimer ainsi, le message douloureux. Et donc, cette neuromodulation est utilisée avec une bonne efficacité. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que comme toute technique un petit peu lourde de prise en charge de la douleur, quelle qu'elle soit, ça nécessite une évaluation extrêmement rigoureuse. Il y a quand même des comorbidités psychiatriques avec l'algie vasculaire de la face. Il peut y avoir du mésusage de cannabis ou un tabagisme trop important. Il peut y avoir un terrain fragilisé sur le plan psycho-émotionnel, fragilisation qui vont bien sûr s'aggraver à la faveur de ces épisodes douloureux récurrents. Donc ça nécessite, avant implantation de ce type de dispositif, évidemment une évaluation rigoureuse pour nos patients. Ok. On sait que l'AVF, en tout cas dans le passé, était malheureusement pouvait se terminer par des suicides. Est-ce que l'amélioration des traitements a permis de faire régresser cette fin un peu dramatique ? Écoutez, Maxime, j'ai pas de chiffres, moi, en ma possession relatifs à ces données-là qui pourraient permettre de dire que depuis des années, on a amélioré la prise en charge de l'AVF suffisamment pour éviter ces épisodes dramatiques. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même des comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire que l'algie vasculaire de la face entraîne un risque beaucoup plus élevé de voir apparaître des dépressions. Il y a quand même un patient sur 2 dans une étude qui a dit avoir des idées suicidaires. C'est difficile de savoir si c'était des patients d'emblée dépressifs ou si c'est une authentique comorbidité, mais c'est quelque chose qui se voit souvent au décours de cette pathologie, d'où l'intérêt, à mon avis. C'est vraiment d'avoir une information sur cette pathologie, qu'on puisse la dépister
le plus précocement possible pour éviter justement ces syndromes dépressifs qui vont aussi eux-mêmes aggraver la perception douloureuse, entraîner une anxiété qu'on appelle anticipatoire, c'est-à-dire la peur d'avoir mal, ce qui est bien légitime, et puis ce cercle vicieux qu'on connaît bien dans la douleur chronique. Ok. Donc c'est des patients qui, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est une maladie chronique. Alors évidemment, il y a plusieurs sortes d'évolution. Soit des patients qui, au début, avaient une algie vasculaire épisodique et puis malheureusement, au fil du temps, ça devient de plus en plus souvent pour finalement aboutir à une algie vasculaire de la face chronique. On a aussi des patients qui restent stabilisés avec des algies vasculaires de la face très occasionnelles, 1 fois par an, 2 fois par an, pendant une période plus ou moins longue. Et puis, on peut avoir aussi, mais ça c'est beaucoup plus rare, des patients qui finissent par ne plus avoir d'algie vasculaire, souvent sous l'effet d'un traitement bien conduit. Et on peut se permettre, au bout d'un certain temps calme sur le plan des symptômes, de diminuer le traitement de fond pour envisager parfois un sevrage. L'idée étant toujours dans notre métier, et pour l'algie vasculaire de la face en particulier, d'avoir le plus petit traitement possible avec la meilleure efficacité possible. Ok. Docteur Anne-Philippe, merci beaucoup. C'était très clair et très précis. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.